Salut tout le monde, Yannick et Étienne aujourd'hui pour le podcast Sur la route de la précision. Notre sujet du jour, l'équipement de tir en PRS. Fait que, équipement de tir, ben écoute, podcast simple avec Étienne. On est sur le retour du match qualifier régional de Sheepdog. On a un peu de temps devant nous. Fait que petit podcast. C'est quoi l'équipement de base qu'on doit avoir? Puis on va aller quand même plus en détail. On va passer de l'équipement qui est plus que nécessaire à ce qu'on utilise et qu'on a besoin jusqu'au, je vais appeler ça des nice to have, les choses qui sont le fun à avoir mais qui sont un petit luxe là, qu'on se donne. Fait que, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir dans nos backpacks et dans notre stock en général? Ça va être ça pas mal le sujet. Fait que si je commence, Yann, puis je te demande qu'est-ce qu'on a absolument besoin pour un match de PRS? Ça, moi, je le répète. Hein, puis je te l'avais dit avant de partir. Quand tu pars, puis je veux dire, j'ai eu une checklist pendant un temps, puis etc. Puis là, maintenant, je vais au plus simple. Il y a deux choses que tu as absolument, peut-être trois, deux choses que tu as absolument besoin. Puis avant de partir, moi, quand je fais une espèce de check de dernière minute pour être sûr que j'ai mes affaires, il y a deux choses que je regarde. Est-ce que j'ai un gun? Est-ce que j'ai des balles? That's it. Si tu as un gun, tu as des balles, tu vas être capable de t'arranger à n'importe quel match de PRS pour tirer. Des bagues, de l'équipement, même une drop, même un kestrel, même un trépied, des jumelles, des bottes même, à la limite. Je veux dire, si tu pars avec des souliers, tu es capable de tirer en souliers. C'est tout pas nécessairement best, pas nécessairement confortable, mais si tu as un gun puis des balles, tu es capable de faire un match. Il va falloir que tu demandes de l'aide autour, mais le monde sont tout le temps là pour t'aider, puis c'est faisable. Fait que that's it. Moi, quand je pars maintenant, je regarde, il y a un gun, il y a des balles, on est correct. Absolument. Moi, j'ai inclus le chargeur avec le gun parce que souvent, tu es habitué que ça feed. Tu es habitué d'avoir tuné tes affaires. On peut s'en sortir sans le mag. Mal pris, tu es capable d'emprunter le mag à quelqu'un, puis d'emprunter les outils à quelqu'un, puis d'ajuster la hauteur de ton mag. Si Mais moi, je prends pas de chance. Capable de l'ajuster, mais Je les laisse avec le gun. Ouais. Fait que si j'ai le gun, j'ai les mags. Fait qu'ensuite, mettons qu'on continue, gun, balle, c'est le strict minimum. Ensuite, qu'est-ce qui est dans le... On va essayer d'y aller du plus important au moins, mais ça se peut que ça soit pas parfait, là. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait aller dire qui est la plus haute importance d'équipement, choses à avoir pour un match de PRS? Une fois que ton gun est dedans, la deuxième chose qui est quand même la plus utile, c'est, je vais appeler ça une dope, fait que c'est la connaissance de la drop puis du vent que ta balistique a. Fait que, puis là, il y a plein de manières, ça dépend des préférences de tout le monde. Là. Il y en a qui l'ont à l'intérieur de leur kestrel, il y en a qui l'ont sur une application balistique, à une époque, on l'avait papier. Mais ça, je pense que c'est dans l'indispensable. Après le gun, les balles, ça prend cette connaissance-là, finalement, qui est propre à ton arme puis à ta balistique. Fait que, ouais. Absolument. Une charte balistique, il y a plusieurs façons de l'avoir, mais c'est très important. C'est pas mal. Parce qu'on ne tire pas à des distances fixes, on ne tire pas toujours à 4, 5, 6. On va avoir un 573, un 623. Ouais, t'as pas de sighter. Exactement. T'as pas, mettons, en F, tu peux tirer une coupe de balles avant que tes points comptent. Fait que si ta drop est off de point 2, ben, tu peux la réajuster avant le match, je vais dire ça comme ça. Mais en PRS, tu peux te zéroter le matin dans la plupart des endroits, mais si ta drop est off, ben c'est tant pis pour toi. Figure-le en perdant des points. C'est ça, ta première balle, c'est ton premier point. Fait que, ouais, fait que ça reste le volet le plus important d'après moi une fois que tu as un gun et des balles. Très important. Si on continue? Ben oui, on continue. On va faire une liste, on va descendre une liste de qu'est-ce qu'on retrouve dans nos sacs. Fait que si on descendait, mettons, encore en ordre de priorité, je pense qu'en PRS, les bags, les différents sacs de tir qu'on utilise, je mettrais ça quand même assez haut en importance parce que, bon, beaucoup du support, de la stabilisation qu'on va aller chercher, ça va passer par des bons sacs de tir. Fait que, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu traînes à tes matchs?
Ah, je suis rendu dans la simplicité. Tu sais, j'ai vécu une époque où est-ce qu'on avait des immenses sacs à dos, où est-ce qu'on rentrait trois quatre bags différents, puis pour toutes les situations. Puis finalement, je pense plus on progresse, plus on est capable de rouler moins d'équipement. Bon, ça fait un peu plus moins, là, mais meilleur que tu deviens, moins d'équipement tu as besoin. Puis, tu sais, j'ai roulé la dernière saison, probablement l'autre d'avant, avec juste un bag, le Schmedium d'Armageddon Gear, qui est un 16 entre leur OG, là, leur original qui est plus gros. Ils avaient sorti un pin size qui était plus petit, plus lourd. Là, ils ont sorti le Schmedium qui est entre les deux, mais qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus versatile et beaucoup plus lourd aussi, mais qui permet de l'utiliser comme bag en avant, puis du fait qu'il est moins rempli, je veux dire, qu'admettons le pin size, il permet de l'utiliser facilement comme rear bag, autant bas que haut. Fait que tu sais, hyper versatile. Ça, c'est probablement le bag qui est probablement le plus utilisé en ce moment, mais définitivement, si j'ai un seul bag à rouler, c'est lui que je vais avoir. Puis je pense que tu as le même, non? Oui, moi aussi je roule le Schmedium Game Changer, puis c'est probablement 75% d'un match, je vais l'utiliser. Ça va être le seul bag que je vais utiliser, là, si Puis, c'est pas plus. Là. Tu sais, toute la série, je veux dire, d'Armageddon, tu peux choisir l'infill que tu mets à l'intérieur. Fait que c'est quoi le média qu'il y a à l'intérieur de ton bag? C'est quoi que toi, tu roules à l'intérieur du tien? Ben là, moi j'ai changé pour du verre concassé. En réalité, c'est du verre concassé pour le Sandblast. Exact. Fait que ben, je pense que toi aussi, tu as pas mal switché à ça. J'ai essayé de faire un mélange, peut-être un 20% de sable puis 80% de média à Sandblast. L'avantage qu'on y retrouve avec ça, c'est que c'est pas mal aussi fluide que le sable. C'est lourd, c'est très dense, fait que très très bonne stabilité. Et puis, par contre, quand il mouille, puis que ton sac devient complètement détrempé, ben, le sable, des fois, il avait tendance à se transformer quasiment en béton. Là. Ça venait une brique, ça venait dur comme tout. Ça Il n'y avait devient plus une de grosse flexibilité, exactement. Il n'y avait plus de flexibilité. Tu n'étais plus capable de bien épouser les formes des barricades. C'était rendu très. C'était vraiment moins performant. À la grosse pluie, tout mouillé, c'était vraiment moins performant. Puis c'était long à faire sécher. Fait que j'ai Puis changé. encore pire l'hiver, Oh, froid. quand là. le bag mouillé et froid, c'était impossible. Ouais, les gilets, là, ça te faisait un gros bloc de glace, c'était l'enfer. Fait que le verre, ben. Il empêche ça. Ouais, En tout cas, il est vraiment moins pire, il reste beaucoup plus flexible, effectivement. Moi, tu vois, je pense mon ratio, il est plus 60-40, 60% de verre concassé, 40% de sable. Puis c'est pas n'importe quel verre concassé, là. C'est vraiment pour le Sandblast, puis c'est les grids, je pense que c'est 30 à 60. Ouais, c'est ça, j'avais en tête aussi. Ouais, c'est 30 à 60 qu'on utilise. Plus fin, je l'ai essayé. Je pense que c'était du 100 ou du 120, puis ça passe à l'intérieur des coutures. Fait que le sac se vide tout seul, puis c'est pas super bon à respirer, on va se le dire. nocif quand tu... Puis plus gros, ben là, c'est moins flexible. Fait que vraiment 30-60, ça coûte presque rien à acheter. Tu sais, dans des shops qui ont justement du sable pour le Sandblast. Ouais, En tout cas, tu sais, je pense que ça valait la peine de parler d'une file un peu parce que outre ça, sinon c'est du heavy sand. C'est aussi du sable à Sandblast, dense et lourd, qu'Armageddon Gear utilise, qui va super bien. Le seul défaut, c'est quand il est mouillé, il est vraiment moins malléable. Fait que, des petits trucs. Ils ont aussi d'autres infield plus légers, etc., mais on n'a pas beaucoup essayé les autres solutions. Non, les sacs légers, personnellement, j'ai pas eu grand succès avec ça. Peut-être on pourra aller plus en profondeur un autre jour là-dessus, là, mais... Fait que moi, mettons vite, j'utilise très majoritairement le Game Changer, le Schmedium, comme on a dit. Quel autre sac? Comme support avant, support arrière, c'est mon Game Changer. Sinon, j'ai toujours traîné un Pump Pillow qu'on appelle, je ne saurais pas comment le traduire, mais c'est un sac qui est surdimensionné. Il doit avoir à peu près 12 pouces par 16 pouces par un autre 10-12 pouces. Qui est en espèce de styromousse. Le remplissage, c'est un styromousse ultra léger. Puis ça, c'est vraiment juste pour des fois venir remplir un espace vide, des fois des espèces de positions instables ou super basses. Ça permet d'aller
tu vas le garder contre ton corps, puis ça va permettre d'aller chercher une stabilité supplémentaire sur les rooftops, sur les toits. C'est le genre de sac que je vais me servir comme support arrière. Ouais. Puis sinon, je vais toujours traîner un petit sac rectangulaire, un petit bag qui est attaché après une plate. Que ça, je vais aller cliquer sur ma rail Arca. Comme ça, je suis capable d'avoir... ça sert le plus souvent quand on a un cattle gate ou qu'on a un escabeau, quelque chose qui a plein de différentes marches. hauteurs, exact. Qu'on roule le trépied en arrière. Puis qu'on roule le trépied en arrière. Je suis capable d'attacher ça en avant. Puis j'ai pas besoin de le déplacer avec mes mains, fait que ça va super vite. Puis c'est pas mal ça. C'est rare que je m'en sers pour le mettre au point de ballon puis de juste dire j'ai pas besoin de déplacer mon schmilium avec mon autre main. Je préfère tellement la stabilité du schmilium que je vais le déplacer puis je vais perdre une fraction de seconde à ça. Puis C'est quelques rares conditions dans lesquelles on va utiliser la plate avec un petit bag. Mais tu vois, on partage le même équipement parce que c'est les mêmes choses que je roule, la petite bague avec une plate pour en avant quand on roule un trépied. C'est la seule fois où je le sors. Mais tu vois, moi j'ai le Pump Pillow aussi, mais j'ai le Fatas d'Armageddon Gear aussi, qui est une version plus grosse du Pump Pillow. Ouais, c'est vrai qu'il est plus gros que le mien. Il est à peu près le double en termes de volume. Puis la raison, tu sais, j'ai roulé le Pump Pillow standard, là, le large, je sais pas exactement le nom, mais la même que toi. Puis je trouve qu'il y a plusieurs situations où est-ce qu'il était pas suffisamment gros. Puis vu que je l'utilise presque jamais, les fois où je l'utilisais, c'est parce que j'avais un gros gap à combler. Puis le large standard était pas suffisant. Fait que j'ai pris le Fatas qui est une coche au-dessus. Puis lui, il me permet vraiment, sur les rooftops, de combler beaucoup d'espace. Puis c'est surtout, il y a plusieurs positions que c'est des prones surélevés. Fait que c'est trop bas pour être, mettons, à genoux, penché, même hyper accroupi. Puis c'est trop haut pour être couché par terre, confortable. Puis cette position qui est entre deux-là est tellement terrible en termes de stabilité. Puis pourtant, t'es dans un simili-prone, t'es proche du sol. C'est pas la barricade qui va faire que tu vas avoir du wobble ou c'est vraiment 100% toi. Puis dans cette hauteur-là, je trouve que le Fatas, il est juste extraordinaire. Il s'adapte bien, puis je suis capable de toutes les tirer maintenant, ces positions un peu awkward-là, sans problème. Fait que je le traîne maintenant, puis ça fait 3 matchs que j'ai, ça fait pas super longtemps, puis il m'a sauvé les fesses 2 sur les 3 matchs pour au moins 1 ou 2 stages. Quand même. Ah oui, parfait. Tant qu'être dans stabilité, on peut peut-être parler un petit peu de bipied. On s'entend que même si en PRS, on va souvent avoir des props de toutes sortes. C'est quand même un accessoire qu'on va se servir assez souvent. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme bipied? J'ai le MDT Skypod Double Pool. Fait qu'il peut quand même monter haut. Honnêtement, j'ai jamais utilisé l'avantage du Double Pool versus, admettons, avoir un single. Mais c'est tout le temps le fun de se dire que je pourrais peut-être un jour l'utiliser. Mais pour vrai, j'ai jamais utilisé. Si j'avais à en racheter un, je pense que je prendrais un single pool. J'ai pas vu de situation où est-ce que le double m'a vraiment amené un avantage. Mais il donne quand même une certaine flexibilité de plus. Fait que c'est ça que je roule, puis c'est exclusivement le seul bipied que je roule maintenant. J'en ai eu plusieurs avant, puis je pense qu'il n'y a rien qui se compare à ça. Là. Ben écoute, on sera pas bien original. Moi aussi, je roule le MDT Skypod, mais moi, j'ai le single pole. J'ai le grandeur standard, le single pole. Puis est-ce que tu te sens limité? Est-ce que depuis que tu as le single pool, il y a des fois où tu t'es dit « Ah, ici, j'aurais pris un double pool pour aller chercher le 2 ou 3 pouces de plus? » Ben en fait, c'est absolument pas, parce que moi, je partais d'un Atlas avant. Fait que c'est que la flexibilité, mettons, de configuration du Skypod est complètement phénoménale. C'est un excellent bipied qui donne beaucoup de flexibilité sur toutes sortes de... Tu sais, l'angle des pattes se change sur l'extérieur, les pattes s'allongent. Fait que ça donne énormément de possibilités de configuration. C'est une des raisons pourquoi j'ai changé pour ça, c'est que mon Atlas, très solide, c'est un bon bipied.
Dans le plus simple que tu peux avoir, un bon bipied, je pense que c'est Atlas. Ils sont solides. Mais c'est ça, c'est que là, le jeu d'élévation que je pouvais aller chercher était limité. Il fallait mettre des extensions de pattes, qu'il fallait que j'aille le quick release pour les débarquer, les mettre. Puis, fait que c'était beaucoup, beaucoup plus de taponnage, mettons. Là. Ouais. Ouais, Fait ça que, se compare difficilement. Là. Je pense que MDT, leur Skypod sont arrivés avec quelque chose qui était qui est phénoménal. unique, hyper fonctionnel. Puis dans le même sens de question, toi, est-ce que tu as des situations où ton double pull, tu as l'impression qu'il t'a nuit? Non, non, honnêtement, tu sais, j'ai appris à travailler avec. Au début, c'était la première fois que tu arrives avec un Skypod, puis moi j'étais habitué avec des Harris modifiés avec des spikes, puis une couple de choses, mais des Harris quand même. Le jour où tu arrives avec le Skypod versus la Harris, tu sais, les Skypods, ils ont un certain jeu à l'intérieur d'eux, sont pas loadés par un spring, puis ils ont plein d'ajustements. Au début, j'avais trouvé difficile, j'étais pas sûr de l'aimer, mais ça a pris un match ou deux que j'ai plus jamais roulé les Harris par la suite. Mais il n'y a aucune situation où est-ce que je me suis dit, j'aurais voulu être plus court, ou etc. T'sais, même avec un double pull, tu peux écarter plus les jambes, puis arriver avec une hauteur qui est plus basse. Fait que pour vrai, j'ai vraiment pas aucune situation où je me serais dit, décevant ou problème ou quoi que ce soit. Là. Très bien, très bien. Sans faire le tour des bipieds, je pense pas qu'il existe. Il doit exister des centaines et des centaines de modèles, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'avoir un bon bipied, un bon modèle, pas de quoi de trop de base. Parce qu'un bipied vraiment, vraiment de base, on en voit qui ont tellement de lousse, qui ont tellement aucune stabilité à porter. T'es mieux de tirer direct d'un sac ou. Effectivement. Fait que c'est important quand même d'avoir un bon bipied. Faut pas trop lésiner là-dessus. Mais après ça, il y a 56 000 options. Puis les deux, je pense qu'on est très satisfait de nos Skypods. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de l'équipement qui s'attache, mettons, au gun puis tout. Ouais, du basic. Si on se détache, je pense qu'après ça, ce qui est le fun à avoir, un trépied. Un trépied, un trépied, on va s'en servir des fois sur certains stages, mais juste pour avoir un trépied, pour avoir une paire de jumelles, de monter là-dessus pour être capable de spotter. Ouais, parce que là, il faut quand même dire que je vais dire des familles, mais il y a plusieurs modèles de trépieds, puis il y a plusieurs fonctions à des trépieds. Il y a des trépieds, mettons, je veux dire, d'observation, puis de caméra, puis de trucs comme ça, qui sont généralement plus petits. Je veux dire, si la patte de ton trépied fait moins d'1 pouce de diamètre, tu n'es pas fait pour tirer dessus. C'est des trépieds d'observation. Fait que, tu peux regarder avec des jumelles, ces choses-là. C'est des trépieds légers, puis etc. Puis, c'est correct pour des jumelles, mais il faut pas penser que n'importe quel trépied, tu peux attacher un gun dessus puis tirer avec ça. Je pense que c'est une nuance importante à donner. Très bon point. Mais c'est ça. Avoir un trépied, même si, je sais pas, vous avez un vieux trépied qui traîne, vous avez une paire de jumelles, ça vaut la peine à l'emmener à un match de PRS parce que ça te donne la possibilité de regarder pendant que les autres tirent, où est-ce qu'ils sont les targets, comment les autres tirent justement, où est-ce que les balles s'en vont, le vent dit quoi. Fait que ça, c'est vraiment super le fun. Mais il sera pas assez solide la majorité du temps pour accrocher un gun. Puis souvent, la patte centrale, je veux dire patte, mais c'est pas une patte, mais la tige centrale versus les pattes, la manière qu'elle est mise, tu peux même pas l'utiliser comme support arrière de manière confortable. Fait que là, si on parle de trépied de tir en tant que tel, on tombe dans une autre catégorie. C'est des trépieds qui sont faits beaucoup plus gros. La plupart du temps, sont faits pour être beaucoup plus haut aussi, pouvoir monter plus haut. Sont beaucoup plus solides. On leur attache des ball-heads ou des gearheads, mais les gearheads sont pas faits pour des guns. Mais les ball-heads sont faits pour des guns. Puis ils ont tout un rating. Fait qu'ils ont tout un poids maximum suggéré. Puis en règle générale, ce que moi je me suis fait dire, puis je la respecte, puis j'ai pas jamais eu de problème, c'est de prendre un rating qui est 2 fois le poids de ton arme.
Parce que ton arme, elle a quand même du recul, des choses comme ça. Fait que si ta carabine fait 20 livres, ce qui est quand même standard, dans le standard bas du PRS, là, mettons ta carabine fait 20 livres, ben ça te prend un trépied avec un ballet, les deux qui ont un rating pour du 40 livres. Ça, tu n'auras pas de problème à accrocher ton gun sur le trépied pour tirer. Puis c'est rendu très rare qu'on tire gun sur trépied dans le PRS. Pour vrai, c'est peut-être une fois par année qu'on l'a en situation. Mais si, admettons, tu veux investir dans un trépied parce que tu n'en as pas du tout, ben à la place d'acheter un trépied pour caméra, ça vaut peut-être la peine de mettre un 50, 100 $ de plus puis d'avoir un trépied qui a un rating capable de tenir ton gun. Fait que le jour où tu auras besoin de l'utiliser, ou tu voudras l'utiliser pour la chasse même, ou juste chez vous pour pratiquer, ben, il va être capable de le prendre le poids. Parce que même pour le training, c'est le fun d'avoir un trépied. Tu peux le mettre à hauteur que tu veux, tu mets une plate, puis tu l'utilises comme barricade. Exact. Ben, s'il n'y a pas le rating pour le poids de ton gun, ben, tu vas le briser. Fait que c'est quand même une bonne caractéristique, je pense, ou une chose importante à mentionner. T'sais, si tu te magasines un trépied, ça vaut la peine d'aller vers quelque chose d'un un peu plus gros que des trépieds de caméra pour. Puis il y a des trépieds de caméra, je veux dire. Ça reste des trépieds de caméra, c'est juste qu'ils sont heavy duty. Fait que c'est pas le petit trépied que tu achètes 20$ Manfrotto au magasin de pièces, j'exagère, là, mais sur Amazon, mettons. Mais il y a beaucoup d'autres trépieds qui sont vraiment solides, puis ça coche. Puis là, il y a les Léo Photo, on peut nommer une coupe de marques. Moi, Léo c'est ça que Photo j'utilise. dans le pas trop cher. Trépied chinois, mais de bonne qualité. Là. Je veux dire, j'en ai un que ça fait plusieurs années. Toi, c'est ça que tu roules. Ouais. Je veux dire, ils sont hyper populaires, là. Hyper répandus, puis hyper solides, hyper fiables. Mais tu sais, c'est une option pas trop chère. Il y a Tuvet Tripod aux États-Unis aussi, qui ont des modèles quand même assez fancy. Moi, c'est ça que j'ai maintenant. Le deux morceaux à la place de 3 morceaux sur le nombre de pattes. Il y a, il y a quoi d'autre? Ben, il y a Et j'ai un blanc. les Really Right Stuff, Really le Right RRS. Stuff. RRS, qui est probablement le standard de qualité en ce moment en termes de trépied. Haut de Mais, ouais, c'est ça. Tu le payes plus cher aussi, mais ils font des super produits. J'essaie de me rappeler, il y a une autre marque maintenant qui est sortie, là, chinoise, un peu comme Léo Photo. Mais j'ai en tête, ça peut être les Inorel que les Inorel, gars c'est ça. achètent. Je pense que ça s'achète sur Amazon, puis que tu sais, au Exact. final, le rapport qualité-prix, c'est très surprenant. Là, tu sais, c'est... Ouais. Ben, Bon. sont vraiment propres. Inorel puis Léo Photo, je sais pas, tu sais, en termes de prix, la différence, mais les ratings sont similaires, les grosseurs de jambes sont similaires, je pense que les prix sont similaires. Fait que, tu sais, c'est un autre tu sais, Ouais. trépied chinois de bonne qualité puis fonctionnel qui ont des ratings pour être capables de prendre des armes à feu. Pas toute leur série, je veux dire, ils en font des tout petits, mais Mhm. à partir du moment où tu as du 30, 40 livres et plus de capacité, ça va être capable de prendre du recul. Puis, tu sais, j'ai jamais entendu d'histoire de problème non plus avec les trépieds de ces compagnies-là, mais tu sais, ils sont tous en fibre de carbone aussi C'est ça. pour être et rigide et Pas trop toffer le lourd. poids. Exact. Parce qu'à la grosseur des pattes de nos trépieds en aluminium, mettons, ça serait excessivement lourd. Là, tu sais. Ah ouais. Moi, je pense que c'est 40 mm le diamètre de mes pattes. Fait que Ouais, ça tourne pas mal tu sais, pour faire les les gros, ça clips. ressemble Là. à ça. Pour faire les clips, je les ai toutes pas mal Ouais, c'est vrai. les dimensions. Puis ça joue. Tu sais, les plus gros trépieds, ils ont 60 mm de diamètre. Puis ça, c'est vraiment immense. C'est bon. La plupart, ça joue entre 40 et 45 mm de diamètre, la plus grosse des pattes. Tu sais, je pense honnêtement que la majorité des trépieds doivent être faits dans les mêmes usines parce que quand tu regardes la manière que le carbone est appliqué, la manière que les clips sont toutes pareilles. Là. À part que justement les RRS ils sont complètement différents. Les Tuvettes, les pattes en carbone, ils ressemblent beaucoup aux autres, mais les clips sont vraiment différentes. Mais les Norel, les clips sont un peu différentes, mais il m'a dire entre ça et les Léo Photo, ça se ressemble beaucoup. Puis il y a beaucoup de marques aussi qui font juste rebrand. Fait qu'ils font juste acheter un Léo Photo non marqué, puis ils mettent leur marque dessus. Puis c'est le cas de plusieurs grosses compagnies que finalement, ben, ils font juste acheter. La plupart du temps, c'est du Léo Photo, puis qu'ils mettent leur logo dessus. Fait que
Puis je pense que les prix sont semblables. Peut-être qu'on les paye un peu plus cher, mais c'est ça. Puis trépied, c'est utile. Tant qu'à avoir un trépied, tant qu'à acheter un trépied, ça vaut la peine de prendre ces ratings-là parce que le prix n'est pas exagérément plus élevé. Puis ça, t'es capable de l'utiliser aussi en rear support, front support. Plus, tu peux accrocher tes jumelles, tes télescopes sur ces mêmes trépieds-là. Fait que finalement, tu viens avec un trépied qui est vraiment multifonction. Là. Absolument. Puis, toujours dans la même veine, moi, je rajouterais une paire de jumelles. C'est sûr que d'avoir des très bonnes jumelles, c'est un plus. D'avoir des jumelles avec un petit peu plus de zoom, c'est toujours un plus. Mais moi, j'ai commencé, j'amenais mes jumelles de chasse, c'était des 10X, des 10 par 42 si je me trompe pas. Je mettais ça sur le dessus de mon trépied. Puis au final, ben, ça te permet de trouver tes cibles, ça te permet de regarder quand les autres tireurs tirent, ça te permet de regarder le vent. C'est très formateur. Honnêtement, c'est très formateur. Puis il y a une bonne partie de la game qui se passe pendant un match à regarder dans des jumelles au lieu de regarder dans, ben, dans ton optique. T'as à peu près une heure, peut-être un peu moins, mais mettons 45 minutes entre tes tirs. Pendant 45 minutes, là, si tu fais juste à être assis, ça fait long aussi. Fait que c'est le fun de regarder les jumelles, de regarder ce que les autres font, de regarder comment ça se passe. Puis, tu sais, juste à gauche puis à droite, plus tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. Là. Fait que ça vaut la peine. Si tu as des jumelles qui traînent, même si c'est pas de la bonne qualité, puis que tu as un trépied, ça vaut la peine de l'emmener. Puis de toute façon, il y a beaucoup de choix personnels, puis il y a beaucoup d'options dans le milieu de l'optique. Beaucoup. Dans le tir, je veux dire, on n'utilise pas que des jumelles puis des télescopes de tir. Il y en a que c'est pour de l'observation d'oiseaux beaucoup. Fait que, le marché est vraiment, vraiment large. Puis ça va de pas très cher à très, très, très cher. Des grosses jumelles Swarovski à, je sais pas combien, 4000 au moins. Ouais, sûrement. 4000, des 15 fois Swarovski probablement. Ça monte très, très haut, très, très vite. Mais ça vaut la peine de commencer avec ce que tu as qui traîne chez vous, d'en essayer d'un match, puis de voir ce que tu préfères. Il y en a qui aiment mieux 10 fois, mais il y en a qui aiment mieux 15 fois. Il y en a qui vont aimer mieux des spotting scopes. Tu as de l'option. Puis après ça, il y en a même avec des jumelles qui ont des rangefinders intégrés. Ça vaut la peine de pas trop dépenser les premiers matchs, puis de choisir après. Toi, tu roules des 15... ouais, des 15X, 1556. Moi, personnellement, je préfère des jumelles à un spotting scope. C'est souvent, longue distance, on pense à juste des gros spotting scopes pour voir bien gros zoomer. Mais en PRS, moi, personnellement, j'aime ça avoir quand même un bon champ de vision dans mes jumelles, voir un petit peu plus large que la cible, voir la végétation, voir qu'est-ce qu'il y en a, voir le mirage. Fait que j'ai trouvé que des 15... je pense que c'est 56 l'objectif. 15 par 56. Une bonne qualité optique. J'ai trouvé que c'était un très bon compromis à mon niveau. La seule affaire, je pourrais dire, qui pourrait manquer à mes jumelles, mon prochain modèle va avoir un réticule dans les jumelles parce que ça, c'est encore une fois, c'est un petit bonus, un petit plus. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Au début, pour commencer, fais juste amener une paire de jumelles. Puis, tout le monde va te laisser regarder dans leurs jumelles aussi. Là. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai magasiné. Là. À tous les matchs, je demandais à quelqu'un hey, je peux-tu regarder dans tes jumelles, je peux-tu regarder dans tes jumelles. Les gens vont te laisser regarder, puis tu vas voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui fait du sens. Il y a des trépieds, je veux dire, quasiment tout le monde en ont. Pas tous, mais la plupart des tireurs ont des trépieds avec des jumelles. Fait, dans un squad, il n'y a pas 10 personnes qui sont en arrière des jumelles en train de regarder. Il y en a tout le temps, au moins la moitié qui sont libres. Fait que, tu demandes la permission, est-ce que ça te dérange si je regarde dedans, puis ça dérange jamais à personne. Là. Rarement quelqu'un va te dire non. Là. Puis souvent, c'est parce qu'il y a des ajustements un peu du monde hyper myope ou avec des gros défauts de vision. Fait que le focus est complètement off sur une des deux lentilles. Ça pour corriger. Ouais, il voudra pas nécessairement que tu ailles jouer avec ses jumelles parce que c'est l'enfer pour lui à ajuster, mais c'est 1 sur 100. C'est 1 sur 100, puis il va te le dire. Il va pas te dire, il va pas te dire non. Il va te dire, il est monté pour mes yeux, fait que touche pas aux ajustements, mais quand tu vas te mettre la face en arrière, tu vas comprendre que. Non, c'est ça, il t'a pas dit non, mais comme ça, tu peux pas juger la qualité de l'optique là, tout est flou. Fait que. Puis toi, tu utilises. Souvent, tu traînes les deux. Ouais, moi, j'ai utilisé des jumelles. C'était des 12 fois qu'il y avait un réticule dedans. Puis je trouvais 12 fois, c'était peut-être pas assez. C'était parfait pour le rimfire, mais PRS, centerfire, c'était pas assez de zoom. À mon goût, à moi.
Fait que je roule maintenant mon spotting scope. J'ai un Swarovski STR 80 qui a un réticule dedans qu'on peut allumer ou éteindre. Fait que si j'ai pas envie de mesurer, ben je l'éteins puis je vois. J'ai un vraiment beau champ de vision. Si je veux mesurer un target, je peux me zoomer in, perdre mon champ de vision, mais avoir vraiment une image claire de la cible, puis prendre mes mesures de hey, combien de large, la personne a manqué de combien. Puis... Fait que ça, je trouve ça super intéressant, mais c'est pas donné comme spotting scope. Non. Puis il est pairé avec des jumelles rangefinder. Fait qu'ils sont sur la même rail sur mon trépied. Les jumelles rangefinder, c'est des 10 fois. C'est des Vortex Fury 5000. Puis ça me permet, d'avoir les jumelles à 10 fois, ça permet le super large field of view des jumelles. Ça permet, si je veux trouver des targets, ça me permet vraiment facilement de les voir puis de les trouver. Parce qu'à 10 fois, c'est ça. Comme tu dis, c'est vraiment plus large. Puis avec des jumelles, c'est vraiment plus simple. Puis si jamais j'ai besoin de ranger, on se pose une question sur un target, comme c'est arrivé aujourd'hui un peu plus tôt. Mm-hmm. On n'est pas sûr, ben ça prend une seconde, il est déjà seté, j'envoie le laser, ok, la distance était correcte, puis hop. Fait que c'est quand même un gros setup, mais t'as tout ce que tu peux vouloir là-dessus, t'sais. Fait que c'est ça que je traîne. Puis vu que tu en as parlé, ça peut être intéressant, rangefinder, en PRS, c'est toujours des distances connues. Fait que le directeur de match va toujours nous donner les cibles avec les distances. Fait que techniquement, t'en as pas besoin. Mais à un moment donné, moi aussi j'entraîne un. C'est comme une béquille des fois pour s'assurer, mais ultimement, tu devrais pas en avoir besoin. En théorie, il y a tout le temps aussi quelqu'un dans le squad Absolument. qui a des rangefinder. Puis la plupart du temps, si le range est vraiment mauvais versus ce qu'ils t'ont donné versus la réalité, ils vont enlever le stage des points parce que ça a désavantagé les personnes, puis ça fait partie d'un défaut, de stage. Fait que, mais c'est ça. C'est le fun de pouvoir le vérifier. Là. Absolument, absolument. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Mettons, je te demandais, à part de ce qu'on a parlé, dans ton sac à dos que tu amènes à un match de PRS, qu'est-ce que tu traînes d'autre? Qu'est-ce que tu amènes d'autre? Qu'est-ce que tu mettrais dans la catégorie nice to have? Là, pas nécessaire, mais le fun à avoir. Ouais, ben, mettons à mi-chemin entre pas nécessaire puis le fun à avoir parce que c'est quand même, je pense que si on arrive préparé, il faut avoir ça. Un minimum rain gear, tout l'équipement pour s'il pleut. Même s'il annonce beau, emmène-le. Parce que c'est sûr que si tu l'as laissé à la maison puis qu'il annonce beau, ça va changer puis il va pleuvoir. Ça, c'est garanti. Si tu l'as pas, il pleut. Si tu l'as la plupart du temps, il va faire beau. C'est comme ça. Ça, c'est une règle de base. Fait que tu vas avoir de l'équipement, du bon équipement pour la pluie. Jacket, pantalon. Idéalement, des bottes imperméables aussi. Là, mais bon. Fait que ça, c'est mi-chemin entre ça le prend puis c'est le fun à avoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoute, j'ai pas d'idée qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos à part ça. Ah ben je vais t'aider. Moi, c'est sûr que absolument vêtements imperméables, c'est un. Moi, je mettrais ça dans le strict minimum. Là. L'année passée, on a tiré à la pluie toute l'année. Je vais traîner toujours. Je vais traîner un kit d'outils, moi. Un kit d'outils minimum. J'essaie de garder mon sac pas trop pesant parce qu'au final, on ajoute bien de stock puis ça vient pesant puis on marche puis on se déplace. Mais un kit d'outils de base. Certains Allen. Je vais avoir un tournevis torque pour si jamais à un moment donné dans le match, pour X raison, il y a des affaires qui ne marchent plus, je vais rechecker mes torques. M'assurer d'avoir toutes les douilles aussi. Là, je parle de torque, mais tu sais, j'ai ma pin pour mon scope, mes rings, toutes mes patentes. Là. Les action screws. Fait que je m'assure d'avoir les Allen, les tournevis pour ça. Exactement. Je vais traîner quelques pièces de spare. Une firing pin, ça prend pas de place, c'est pas pesant. Un minimum de nettoyage. Je me traîne toujours un petit pot de pelule que j'ai mis quelques patchs dedans. J'ai une jag. Je vais avoir une rod dans mon étui souvent plus loin, mais si vraiment j'ai quelque chose qui fonctionne pas, j'ai un boulet qui jamme,
pour X raison, le canon pique dans la terre, quoi que ce soit, ben. Ouais, ou les journées, tu sais, les matchs de 2 jours que tu veux nettoyer en deux, ou juste passer une petite patch pour enlever Absolument. le gros, effectivement. C'est Fait tout que, le stock qu'on a. puis je vais Ouais. traîner un petit peu d'huile, puis juste pour être capable de nettoyer des fois. Puis tu sais, des fois, on pogne un 2 jours, il mouille énormément. Fait que là, tu veux quand même, tu veux pas qu'il y ait trop d'eau qui reste dans ta chambre, tu veux pas qu'il y ait un petit peu de rouille, tu veux pas qu'il y ait. Fait que, c'est ça, un minimum de nettoyage, un minimum d'outils. Ça peut avoir l'air niaiseux, mais je me traîne toujours des collations puis de l'eau. Parce Ouais. qu'on tire, tu sais, les ranges, c'est souvent des terrains ouverts, t'es au soleil, il fait chaud. Fait que l'eau, c'est très important. Puis une autre chose que je traîne, ben, je me traîne un chronographe. Le matin, à cette heure, on a l'option d'avoir des petits chronographes qui sont portatifs facilement. Ah ouais, avec l'arrivée, tu sais, Garmin, Labrador LX, Labrador même, tu LX. sais, il y en a encore qui roulent avec les Magneto Speed, qui les installent. Bah, c'est quand même gros versus ce qu'il y a de dispo, mais Mhm. ça se fait. Puis, effectivement, quand tu te zérotes, etc., c'est le fun de juste. Est-ce que mes vitesses sont les mêmes que ce que je connais de ma carabine, tu sais, ou Exact. je veux dire, je tire 100 pieds secondes plus lent pour une raison que je suis pas capable d'identifier. Ben, au moins là, tu le sais. Exactement. C'est juste rassurant le matin quand on fait le zéro, ben. Je mets ça en même temps, ça implique rien, c'est aucun point négatif. Fait que je mets mon chrono, je confirme ma vitesse, ma vélocité, même si même si c'est juste 5 balles, ben ça c'est réglé. Puis pour X raison, si dans le match à un moment donné je me mets à avoir des problèmes d'élévation X ou quoi que ce soit, ben je sais que je l'ai pas loin puis que ça sort rapidement puis ça peut se corriger. À part de ça, honnêtement, moi comme toi tu disais au début, j'essaie de garder ça au minimum là, tu sais, dans le sac à dos pour pas traîner du poids inutilement, puis s'encombrer, puis après ça, avoir tellement de stock Ouais. que tu sais plus quoi Il y a faire une avec. époque, Là. puis surtout, tu sais, je pense que je dis une époque, mais c'est une époque où je commençais à tirer, où que le PRS était peut-être moins connu comme il l'est maintenant, ou populaire, tu sais. Mais je vois encore des nouveaux tireurs qui arrivent, ils arrivent avec un sac à dos rempli qui pèse 40-50 livres parce qu'ils ont 3-4 sacs de tir différents à l'intérieur, plus de l'équipement à pu finir. Puis au final, tu sais, 90% de cet équipement-là, ils ne sortiront pas pour le match. Puis dans l'année qui suit, mettons dans les 10 prochains matchs, au moins 70% de cet équipement-là qui sortira même pas. Fait que c'est à un moment donné, tu sais, ça sert à rien de traîner du stock, puis tu te rends compte rapidement de ce que tu as réellement besoin. Puis si vraiment il y a un morceau que tu n'as pas, puis que tu aurais voulu avoir, tu vas le savoir au match, tu vas pouvoir te l'acheter après. Puis au match Mm. même, tu peux l'emprunter à quelqu'un pour être sûr que tu sais, ça a un intérêt. Tu sais. Puis ça vaut pas mal plus que d'être surpréparé puis d'avoir plus de stock que ce qui est nécessaire. Puis je pense que c'est une erreur que beaucoup de tireurs qui commencent dans le PRS font. T'sais, ils voient les vidéos, puis ils voient un gars avec Mm. un bag, ils disent Ah, j'ai besoin de ça. Ils voient un autre gars utiliser un autre bag, ils se disent Ah, ben c'est parce que dans cette autre situation-là, c'était mieux adapté, ce deuxième bag-là. Puis là, ils s'achètent le deuxième bag, mais non, dans la réalité, c'est que le premier tireur, il aime son bag, puis le deuxième tireur, il est plus confortable avec son autre bag. Fait que c'est pour ça qu'il y a plusieurs bags qui existent. Et selon le confort du tireur, mais ça ne sert pas à grand-chose de toutes les avoir. Absolument. Puis la dernière affaire que je pourrais penser, c'est qu'avec le temps, tu sais, justement, on vient qu'à savoir qu'est-ce qu'on aime. Je me suis trouvé une petite pochette qui s'ouvre, le zippé qui s'ouvre en deux. Puis j'essaie de garder tout mon stock à la même place. Fait que mes crayons avec mes petites cartes blanches pour écrire mes drops, écrire mes calls de vent. Je mets mon Kestrel là, je mets un minimum, un petit calepin de notes que j'aime noter mes vélocités, noter des affaires. Fait que tu sais, j'ai comme toutes mes affaires toutes à la même place. J'attache ça après mon trépied, je dézippe ça, j'ai mes affaires. Puis quand on se déplace, souvent, ben, je peux refermer tout mon stock et dans une petite pochette zippée. Puis à la fin de la journée, je remets ça dans le sac à dos, puis c'est pas mal réglé. Mais je pense que ça fait un pas pire tour. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai pas d'autre chose que je vois que j'emmènerais. Mais si jamais nos auditeurs ont d'autres stocks qu'ils trouvent plus que nécessaire ou qui voudraient qu'on aille plus en profondeur, parce qu'on est resté en surface pas mal sur tout l'équipement pour garder ça court puis rester sur le sujet, puis avoir le temps de passer au travers. Mais s'il y en a des gens qui veulent qu'on aille plus en profondeur sur un sujet ou un autre, ou de l'équipement qui est
plus que nécessaire. Mais n'hésitez pas à nous écrire et à nous laisser savoir. Je pense que ça va nous faire bien plaisir de le rajouter au prochain podcast. Puis sur ce, sinon, on espère se voir dans un range bientôt. Bon tir. Bon tir.